Je crois en effet que notre Constitution est à mi-chemin d'un régime proprement présidentiel et d'un régime proprement parlementaire. J'ai entendu ici, comme Premier ministre, le général de Gaulle dire qu'il n'y avait pas de diarchie. Je peux bien dire, comme président de la République, qu'il n'y a pas de diarchie. Mais au total, je crois que le système n'est pas mauvais. Je n'ai point dit que j'utiliserais la souplesse des institutions pour aller contre la volonté du suffrage universel. Je dis simplement que, en mettant les choses, si je puis dire, à l'extrême, si à un moment donné, il y avait contradiction évidente, brutale, entre deux manifestations de la volonté nationale, l'une qui est l'élection du président de la République, l'autre l'élection d'une assemblée, eh bien évidemment, il faudrait que le pays soit appelé à choisir et à dire à laquelle de ces deux manifestations il donne la plus grande importance. Le gouvernement que j'ai nommé dispose à l'Assemblée nationale d'une majorité très large. Dès lors, l'Assemblée se consacre fort bien à son travail législatif, mais renonce quelque peu à son rôle politique, ce qui veut dire renonce à mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Et puis, il y a ce que j'appelle la 4e République, qui est en fait celle du retour à tout ce dont nous n'avons plus voulu, ce régime dans lequel les hommes les plus capables ou ceux qui ont la meilleure volonté sont hors d'état d'agir, de réaliser, de poursuivre une action parce qu'ils sont hors d'état de rester au gouvernement, d'avoir le temps d'imaginer, de concevoir, de faire étudier, de mettre en pratique et d'en contrôler l'exécution. Et il faudrait que tout le monde accepte les institutions de la Ve République, joue le jeu de la Ve République. Le gouvernement de l'Europe ne peut sortir que de la réunion des gouvernements nationaux, se mettant ensemble pour prendre des décisions valables pour tous. Merci à tous de nous rejoindre pour la suite de ce colloque consacré à l'héritage et la vision de Georges Pompidou. Et cette nouvelle table ronde consacrée à Pompidou et les institutions avec Pascal Perrineau, Éric Roussel et Louis Giscard d'Estaing que j'invite à me rejoindre dès à présent sous vos chaleureux applaudissements. Merci. Je vous en prie. Alors je rappelle pour lancer cette discussion qu'avec près de 2300 jours passés à Matignon, soit 6 ans et 2 mois, Georges Pompidou détient le record de longévité comme Premier ministre sous la Ve République. Et c'est aussi le seul homme politique à réussir le passage de Premier ministre à Président de la République, en faisant bien sûr abstraction du court passage à Matignon de Maurice Couve de Murville. Comment a-t-il négocié cette transition et comment a-t-il réussi à incarner une fonction occupée de façon quasi monarchique, disons-le, par son père spirituel, le général de Gaulle. Alors pour mieux le saisir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Louis Giscard d'Estaing, qui est conseiller régional, maire de Chamalières et ancien député. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Également Pascal Perrineau, qui est professeur des universités, ancien directeur du CEVIPOF et membre du conseil scientifique de l'Institut Pompidou. Et enfin, Éric Roussel, qui est journaliste, historien et académicien français. Merci donc à vous de nous rejoindre. Alors, Pascal Perrineau, peut-être pour commencer cette discussion, je me tourne vers vous pour savoir si vous pouviez nous dresser le portrait de la France, et surtout des Français, sous l'ère Pompidou. On en a parlé précédemment, on se représente souvent cette période comme une sorte d'âge d'or, des années heureuses, prospères, avec une modernisation à la fois économique et sociétale, un essor de la mobilité sociale, ne l'oublions pas, c'est important et ça fait vraiment partie de l'histoire de Georges Pompidou. Un optimisme, une certaine unité de la nation aussi, ne l'oublions pas, qui contraste avec aujourd'hui, même si on n'oublie pas, bien sûr, les remous de mai 68. Alors je vous laisse nous faire le portrait de cette France des années 60 et 70. Oui, en effet, on en a beaucoup parlé. C'est une période
heureuse, entre guillemets, puisque c'était un régime qui s'est développé dans le contexte des 30 Glorieuses, avec un taux de croissance sur lequel beaucoup d'entre nous ont insisté déjà. Donc c'était une France qui était une France optimiste, c'était une France qui était une société de confiance, si l'on se met du côté des Français, et c'était une France dans laquelle les Français s'aimaient. 3 choses qui ont disparu aujourd'hui. La France est un des pays les plus pessimistes du monde. Vous savez, quand on fait des enquêtes sur l'optimisme de nos concitoyens, nous sommes dans une enquête de la BBC qui est faite dans différents pays du monde. Nous étions au même niveau de pessimisme que les Afghans. Les Afghans ont quelques raisons d'être pessimistes. Vous voyez qu'en France, ce qui pour vous montrer l'ampleur, l'ampleur de ce pessimisme franco-français. La société française est devenue une société de défiance, ça n'est plus une société de confiance. Et les Français développent cette tendance délétère qui est très souvent une forme de détestation de soi-même. Vraiment, et c'est pour ça peut-être que la période de Pompidou, comme je crois Laurent Wauquiez le disait ce matin, semble loin, parfois, c'est très loin de la situation actuelle. Mais ça peut servir de référence, de modèle, dessiner un paysage vers lequel il serait bon, peut-être, de tenter de revenir. Alors, les Français, à l'époque, c'est quoi? C'est d'abord une population qui a confiance en elle-même. Le taux de natalité est extrêmement élevé, la croissance démographique est très forte, et on passe, la France était abonnée, vous savez, à 40 millions, on va passer à la fin du quinquennat, parce que en fait, ça sera un quinquennat de Georges Pompidou, à la fin de la présidence Pompidou, on passe à 52-53 millions de Français. Donc une croissance extrêmement vigoureuse qui est fondée sur la natalité beaucoup plus que sur la migration. Et c'est important parce qu'on sait que le taux de natalité, c'est un indicateur de l'optimisme dans l'avenir. Et donc il y a là un facteur très, très fort de la société française et de l'attitude des Français et des Françaises sous la présidence Pompidou. C'est d'autre part une population qui va bien. L'espérance de vie augmente énormément dans les années, d'ailleurs ça avait commencé sous De Gaulle, ça se poursuit sous la présidence Pompidou, l'espérance de vie augmente énormément et c'est associé à un système de santé à la fois public et privé qui se porte très bien, sur lequel il n'y a pas d'interrogation, comme aujourd'hui. Par exemple, le maillage du territoire national par les médecins devient très important sous Pompidou, alors qu'au début de la Ve République, il était encore très faible. Donc là, il y a un deuxième indicateur, croissance de la population, et puis un indicateur de bien-être qui se traduit très concrètement dans l'espérance de vie. Troisième trait, la France change profondément. La France était habituée à être perçue de manière un peu lapidaire d'ailleurs, comme une société très bipolaire. Il y avait d'un côté, pour reprendre des termes d'un autre temps, il y avait ceux qu'on considérait comme appartenant à la bourgeoisie, grande bourgeoisie, bourgeoisie moyenne, et de l'autre côté, le front des salariés et des prolétaires. Vision extrêmement bipolaire, qu'entretenait d'ailleurs dans la gauche française un parti communiste qui était très fort, et ça correspondait bien sûr à la lecture que le parti communiste avait de la société française. Sous le général de Gaulle, mais surtout sous Pompidou, c'est une tertiarisation extrêmement forte de la société, dont on verra d'ailleurs la théorisation avec le président suivant, Valéry Giscard d'Estaing, qui dira en effet la France doit être gouvernée au centre, mais pas simplement le centre politique. Il y avait chez lui, dans Démocratie française, on le voit très bien, l'idée qu'il y avait un centre social constitué de ces couches moyennes, de ces cols blancs, et que ce centre social devait trouver un exutoire politique dans le centre politique. Il y aura une concurrence phénoménale, quand on regarde ça avec le temps, entre Valéry Giscard d'Estaing et le Parti socialiste, et quelque part, du moins dans un premier temps, c'est le Parti socialiste qui emportera la mise, puisqu'en 81, au fond, l'arrivée de la gauche au pouvoir est portée par ces couches moyennes salariées qui vont
passer, en effet, du côté du centre. Mais sous Pompidou, c'est la première fois, au fond, que le bloc des couches ouvrières et de leurs alliés, quelque part, est contrebalancé à peu près de manière égalitaire par les petits et les moyens cols blancs. Ça, c'est un changement radical. C'est un signe de modernisation. On rentre dans une société du tertiaire. C'est vraiment un signe de modernisation évident. Quatrième trait, l'urbanisation. L'urbanisation qui est surtout, d'ailleurs, elle a commencé bien sûr au début de la 5e, à la fin de la 4e, mais l'urbanisation devient, sous le président Pompidou, une péri-urbanisation. C'est-à-dire c'est une urbanisation dans la périphérie des grandes villes, c'est le développement des grands quartiers, de grands ensembles, l'apparition du thème des villes nouvelles. Et c'est parfois d'ailleurs un bilan de la présidence Pompidou ou de la période Pompidou, alors là, qui pourra être contesté. Cette marque, en effet, des grands ensembles. J'étais avec quelqu'un tout à l'heure en voiture, on venait de l'aéroport, on passe dans un quartier de grand ensemble dans la banlieue d'Aurillac, et on me dit, ah ben ça, c'est la marque de la présidence Pompidou. Vous voyez, donc, et on le voit dans le paysage parisien. Bien sûr, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué, en particulier tout le front de Seine. Et puis, ce sont, et je terminerai par là, des changements culturels fondamentaux. Ce sont des changements culturels fondamentaux. Pompidou vient après 1968. Et donc, la société française, en 68, et on le voit bien d'ailleurs dans la lecture des événements de 68 par le général de Gaulle et par son Premier ministre, Georges Pompidou, il y a quelque part un homme qui, par effet générationnel, a beaucoup de mal, et on peut le comprendre, à comprendre ce qui se passe dans la société française, et d'autre part un Georges Pompidou qui comprend, lui, beaucoup plus. C'est peut-être un phénomène générationnel, d'ailleurs, là aussi, ce qui est en train de se passer et qui va gérer, au fond, 1968 avec une grande habileté, puisque ça va déboucher tout de même sur le triomphe des législatives de juin 68. Et ce triomphe des législatives de juin 68, c'est une grande victoire de Georges Pompidou, qui est de manière claire, là, le chef de la majorité. Mais on voit bien comment la société française, sous Georges Pompidou, devient une société de consommation. On a parlé du taux d'équipement, machines à laver, en télévision, etc. Bon, on passe de phénomènes marginaux à des phénomènes massifs. En termes d'équipement, c'est un moment de forte libéralisation des mœurs, que mai 68 avait cherché à faire vivre. Mais mai 68, parfois, c'est dans un tout petit milieu étudiant et d'intello, ou de bourgeoisie bohème, comme on dirait aujourd'hui. Mais on s'aperçoit, sous Georges Pompidou, que ça devient un phénomène massif. Vous voyez, par exemple, pour les aînés d'entre nous, Mény-Grégoire sur RTL, la grande radio populaire. Mény-Grégoire, et on parle de sexualité à 11h du soir. C'est sous Georges Pompidou, vous voyez, et ça montre bien que la société française, dans toutes ses dimensions, est en train de changer profondément. Les 340 femmes qui signent pour l'interruption volontaire de grossesse dans l'Observateur en 1971, si ma mémoire est bonne, l'apparition d'une véritable littérature féminine, Françoise Giroud, Françoise Sagan, Benoît de Groult. Il y a là de multiples symptômes d'une France qui est en train d'incroyablement changer. Et que le président Pompidou, c'est ça un grand président, c'est un président aussi qui est capable d'exprimer sa société, de ne pas être en décalage avec elle. Et le président Pompidou, à sa manière, sait très bien exprimer les meubles sur lesquels nous sommes assis, les meubles de les fauteuils de Monsieur Paulin, voilà, rentrent à l'Élysée. C'est pas le mobilier national empire, vous voyez. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples qui montrent que c'était un président vraiment de son temps. Un président de son temps. Merci Pascal Perrineau. On a planté le décor. Il est temps, on a commencé à le faire, de faire entrer notre personnage principal. Avec vous, Éric Roussel, puisque vous êtes le biographe de Georges Pompidou, avec un livre paru en 1984,
qui fait toujours autorité d'ailleurs sur un personnage quand même consensuel. Hein. Je rappelle qu'à sa mort, en 1974, il bénéficie d'un taux de popularité de 55%. C'est énorme au vu des taux actuels. Alors racontez-nous, si vous voulez bien, l'ascension de cet homme qui ne semblait pas, a priori, destiné pour la politique. Il débute sa carrière dans l'enseignement, dans le contexte qu'on a décrit précédemment avec Pascal Perrineau, d'une France très différente d'aujourd'hui. Et est-ce que finalement sa propre personnalité n'incarne pas ce mélange de traditionnalisme et de modernité, ce côté consciencieux mais aussi bon vivant de la France de l'époque? Oui, l'aperçu que vous venez de donner de l'itinéraire de Georges Pompidou explique que dans une certaine mesure l'unanimité dont il a bénéficié longtemps, et dont il bénéficie, je crois, encore dans une large mesure. De tous les présidents de la Ve République, enfin je parle sous le contrôle de Louis Giscard d'Estaing, je crois que Georges Pompidou a été le seul, sinon l'un des seuls, à ne pas avoir un destin présidentiel prémédité. C'est ça qui est assez frappant, et c'est même assez fascinant, parce que donc on a rappelé son itinéraire, c'est quelqu'un de très doué, enfin un littéraire pur, il est normalien, Alors, il y a quelque chose quand même d'assez curieux dans sa jeunesse, c'est qu'il est normalien, agrégé de lettres, mais malgré tout, on s'aperçoit qu'il suit les cours de l'école, à l'époque c'était l'école libre des sciences politiques, et ça c'était pas tout à fait dans le courant, disons. Et j'ai le souvenir que quand j'avais écrit mon livre, j'avais vu un certain nombre de camarades de l'école normale de Georges Pompidou qui avaient tous évoqué la possibilité, enfin ils avaient le vague souvenir que Pompidou aurait voulu se présenter au concours d'inspection des finances. Et puis, lorsque j'ai publié avec Alain Pompidou les écrits inédits, eh bien, on a trouvé la preuve. Il y a une lettre qui le dit très, très clairement. Et c'est là où on voit, vous évoquiez les changements de la France, on voit à quel point la France a changé, parce que l'inspection des finances à l'époque, c'était quelque chose qui socialement était très marqué. C'était en réalité la grande bourgeoisie parisienne, essentiellement. Il pouvait y avoir des exceptions. Et on a l'impression que Pompidou, au fond, a eu conscience de ne pas maîtriser tous les codes, en quelque sorte. Et donc, après avoir eu cette tentation, il a fait une carrière avant la guerre d'enseignant à Marseille, puis à Paris pendant la guerre. Et alors que la politique l'avait passionné au départ. Il est issu d'une famille socialiste. Son père est un militant socialiste, enfin pas marxiste d'ailleurs. Ce sont des gens... disons, ça serait... Enfin, je ne veux pas évoquer une grille contemporaine, mais enfin, disons, il ne serait pas à la France insoumise. Et donc... mais enfin, il y a quand même... Oui, je vais peut-être vous faire rire. Lorsque nous avons publié avec Alain Pompidou ces lettres, nous avons eu la surprise de constater que dans une lettre que Pompidou envoie à un de ses camarades de jeunesse, il évoque son appartenance à un groupuscule dont j'ai oublié exactement le nom, mais dont la consonance est très clairement trotskiste. Donc, pendant quelques semaines, quelques mois, il a sans doute appartenu à un groupe, voilà. Et ça avait l'air de l'intéresser. Alors, cet intérêt, en réalité, s'est émoussé assez vite, et on voit bien que pendant toute la période qui précède la guerre, lui il avait été un militant de gauche important. J'ai le souvenir, moi j'avais interviewé Pierre Mendès France, c'était la veille de sa mort d'ailleurs, parce que Pierre Mendès France était le président de la Ligue d'action universitaire républicaine et socialiste, qui était une ligue antifasciste, et Pompidou avait milité dans cette association, et Mendès France m'avait dit en souriant: nous ne sommes pas beaucoup fréquentés parce que moi j'étais déjà radical, mais lui était un socialiste, mais un socialiste remuant. Et on aurait pu penser qu'il allait poursuivre cette activité politique. En réalité, non. On voit que tout au long des années 30, son intérêt s'émousse. Il ne marque plus non seulement il n'y a plus d'intérêt visible pour la politique, mais on a l'impression d'une certaine déception qui correspond aussi, il faut bien le dire,
à une période durant laquelle la Troisième République n'est quand même pas à son apogée, et ça va déboucher quand même sur la défaite de 1940. Et là, ce qui est très curieux, quand on lit cette correspondance de Pompidou, on voit, à travers les aveux qu'il peut faire aux uns et aux autres, on voit que politiquement, il est à la recherche de quelque chose qu'il n'arrive pas à exprimer, et puis tout d'un coup, arrive la libération. Bon, pendant la guerre, c'est pas un homme d'aventure, qui ne s'est pas engagé ni d'un côté ni de l'autre, mais de Gaulle, il assiste à la descente des Champs-Élysées du général de Gaulle. Et là, on a l'impression, c'est d'ailleurs tout à fait extraordinaire, qu'il a une sorte d'illumination au sens de Rimbaud, pratiquement, et que tout d'un coup, ce personnage, au fond, qu'il ne connaît pas, qu'il ne connaît que par dont il a une connaissance assez vague, parce que les Français, à l'époque, avaient une connaissance assez imprécise de Gaulle, il découvre tout d'un coup que de Gaulle, au fond, est celui qui va porter ses espérances en politique. Et alors il fait de la part de cet homme qui était encore une fois le contraire d'un aventurier, il y a un geste quand même une initiative très inouïe. Il se porte candidat au cabinet du général de Gaulle dès septembre 1944. Alors au début, il a un poste assez secondaire. Et puis très vite, évidemment, comme il est très doué, il est remarqué non seulement par les collaborateurs proches du général, mais par le général lui-même. Et les événements vont faire qu'il va être même... il va devenir non seulement le collaborateur le plus proche du général, mais son homme de confiance. Et ça se traduit par le fait qu'il va être le trésorier de la Fondation Anne de Gaulle, du nom de la fille du général Anne de Gaulle qui était handicapée. Donc c'était un poste de confiance qui traduisait une proximité, si vous voulez, personnelle avec. Et là, à partir de cette rencontre avec de Gaulle, c'est là au fond que les idées politiques de Pompidou se structurent et qu'il est vraiment, quand on lit son livre Pour établir une vérité, on voit qu'il est dans une adoration est un mot trop... Mais enfin, il est dans une admiration perpétuelle de Gaulle, tout en ayant conscience qu'à certains moments, il peut se tromper. D'ailleurs, par exemple, l'épisode du rassemblement du peuple français, il voit très bien que c'est une aventure qui ne lui convient pas et qu'il voit que de Gaulle fait sans doute une erreur en se lançant là-dedans. Mais il reste fidèle au général et en 1958, c'est comme ça qu'il va devenir son directeur de cabinet, jouer un très grand rôle pendant les 6 mois durant lesquels de Gaulle est président du Conseil. Et alors naturellement, la Constitution de 1958, c'est de Gaulle surtout qui s'y consacre. Mais Pompidou adhère complètement à cette conception institutionnelle, de sorte que quand il va devenir Premier ministre en 1962, on peut dire qu'il est en adéquation à peu près complète avec les idées institutionnelles du général. Et ça va se traduire par le fait que pendant quand même très longtemps, ce couple, Pompidou-de Gaulle, qui est un couple bizarre un peu, on l'a comparé à Sancho Panza et à Don Quichotte, parfois, et ce couple, enfin singulier en tout cas, va être finalement l'un des meilleurs de la Ve République pendant très longtemps. Et ça reposait, encore une fois, sur une identité de vue en matière institutionnelle, et avec aussi l'idée que d'un partage, c'est ce que Pompidou a exprimé là, dans l'extrait que vous venez de diffuser, un partage des tâches, si vous voulez, entre le président de la République et le Premier ministre. Au président de la République, les grandes orientations, et au Premier ministre, la marche des affaires. Alors les choses... Bon, il reste Premier ministre pendant 6 ans, plus de 6 ans. Fatalement, les choses vont un peu se dérégler. On sait très bien qu'à partir notamment de mai 68 va signer la fin, au fond, de cette lune de miel entre de Gaulle et Pompidou. Mais pour autant, et puis alors ensuite est venu un événement épouvantable qui a encore... qui a séparé les deux hommes, c'est cette affaire Markovic. Bon. On y reviendra, Éric Roussel, mais j'aimerais peut-être conclure. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, on aurait pu penser que le Pompidou allait prendre ses distances par rapport au gaullisme. Mais pas du tout.
Au contraire, quand on lit le Nœud-Gordien, justement le livre auquel on a souvent fait allusion, on s'aperçoit qu'il fait un net départ entre si vous voulez, ses relations avec De Gaulle, qui étaient effectivement altérées sur le plan sentimental, en quelque sorte, et puis l'adhésion à toute la politique, et notamment à la conception institutionnelle. Mais avec cette réserve, et ça c'est important, et Pompidou le dit très clairement, il dit à l'avenir, le président de la République, avant longtemps, aucun président de la République n'aura le charisme du général de Gaulle, et donc il sera, il le dit textuellement, il sera amené à intervenir, à compenser ce manque de charisme par une intervention presque quotidienne dans la marche des affaires. Et c'est bien ce qu'il a fait. C'est bien ce qu'il a fait. La présidentielle, il faut bien être conscient du fait que la présidentialisation de la Ve République, ça date de Pompidou, et c'est Pompidou qui le... Et c'est quelque chose qui va se poursuivre. Et c'est lui, Nicolas Bavrez l'a souligné tout à l'heure, mais il faut encore, je crois, revenir là-dessus, c'est lui qui, en 1969, assure la pérennité des institutions de 69. On a oublié complètement le contexte de l'élection de 1969, mais il y avait, le général de Gaulle venait d'être battu à l'issue d'un référendum qui avait tout de même traduit de la part du Sénat une certaine, enfin des notables issus de la 4e, voire de la 3e République. Il y avait toujours de ce côté de l'échiquier politique l'idée que De Gaulle parti, les institutions prendraient une autre allure et qu'on pourrait en revenir à un système un peu plus parlementaire. Oui, alors justement, je me permets de vous couper parce que nous sommes là justement pour répondre à ce thème de Pompidou et des institutions, mais on comprend bien, grâce à votre intervention, ce principe de cristallisation presque stendhalienne finalement du sentiment politique quand Georges Pompidou rencontre le général de Gaulle et ses idées, bien sûr. Alors, pour revenir aux institutions, maintenant, j'aimerais me tourner vers vous, Louis Giscard d'Estaing. Votre père a eu la chance de pratiquer, je dirais, Pompidou en tant que Premier ministre et président de la République, car Valéry Giscard d'Estaing était le ministre de l'économie quand Pompidou était Premier ministre et ministre de l'économie sous le président. Alors comment est-ce que vous qualifieriez les relations entre Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, et qu'est-ce que ça révèle sur la façon dont Pompidou collaborait avec ses ministres dans leurs différentes fonctions? Alors, très heureux de pouvoir répondre à votre question et de le faire, en fait, en tant que président de la Fondation Valéry Giscard d'Estaing, puisque depuis la disparition de mon père, j'en suis devenu le président. Et je voudrais saluer mon homologue Hervé Guémard, président de la Fondation Charles de Gaulle, et avoir une pensée pour Alain Pompidou et pour Bernard Eisenberg, puisque nous sommes ici aussi sous l'égide de l'Institut Georges Pompidou et que nous avons travaillé ensemble, j'y reviendrai, parce que nous avons vocation à rappeler que les 3 premiers présidents de la Ve République ont eu des relations extrêmement fortes entre eux. Vous l'avez rappelé, mon père est dès le départ, dès le moment où Georges Pompidou est nommé Premier ministre par le général de Gaulle en 1962, il devient ministre de l'économie et des finances, mais en fait il est déjà au gouvernement à la demande du général de Gaulle depuis 1959, comme secrétaire d'État aux Finances, auprès d'Antoine Pinet, premier ministre des Finances du général de Gaulle, et il est jeune député du Puy-de-Dôme, élu sous l'étiquette des Indépendants et Paysans, et donc il n'est pas dans le parti du général de Gaulle. Mais ensuite, en 1962, il est nommé ministre de l'économie et des finances auprès de Georges Pompidou, et ils ont une relation exceptionnelle, parce que mon père reste pendant 4 ans le ministre des Finances auprès de Georges Pompidou, dans cette période qui a été rappelée tout à l'heure dans la table ronde précédente, une période de forte croissance, une période où beaucoup de grands projets sont mis en œuvre, mais aussi une période d'assainissement de nos finances publiques. Période évidemment très importante, c'est la dévaluation du franc et la création du nouveau franc, ça c'est avec Antoine Pinet au début, et puis ensuite c'est l'assainissement des finances publiques, et c'est cette fameuse photo de mon père, ministre des Finances auprès de Georges Pompidou, qui est envoyée à Washington pour remettre en juillet 1962, pour remettre au président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, le remboursement anticipé de la dette française au titre du plan Marshall. Voilà, c'était une période où la bonne gestion des finances publiques, et toute comparaison par la suite serait évidemment hors de propos, mais c'est une période d'assainissement de nos finances publiques au service du progrès social, du progrès économique, de l'industrialisation et des grands projets.
Donc c'est une période très importante puisque ça structure la relation entre deux. Et il y a par ailleurs le fait que sur le plan politique, à partir de 62, mon père crée les Républicains indépendants, donc qui est un partenaire du parti majoritaire, du parti gaulliste. Et il y a cet épisode très intéressant qui est illustré par cette photo que j'ai offerte à Hervé Guémard et à Alain Pompidou, qui est une photo que j'ai trouvée dans le bureau de mon père après sa disparition. Et c'est la photo qui le représente sur la banquette de la brasserie Lippe avec Georges Pompidou. Et cette photo a été publiée à l'époque dans les journaux. C'est une photo d'un dîner organisé en 1965, le 7 septembre 1965, à la demande du général de Gaulle. Le général de Gaulle dit à son Premier ministre, à Georges Pompidou, écoutez, qu'il se prépare, général de Gaulle, à prendre sa décision de savoir s'il se représente à l'élection présidentielle de décembre 1965. Et il entend parler d'éventuelles rivalités, ou en tout cas de débats entre le Premier ministre et son ministre des Finances, qui étaient un peu les deux personnalités marquantes dans son gouvernement. Et donc, il dit à Georges Pompidou, donnez un signe de vos bonnes relations avec votre ministre des Finances. Et Georges Pompidou organise ce dîner chez Lippe et, astucieusement, prévient la presse. Et donc, la photo est prise et publiée dans Paris Match et France Soir à l'époque. Et j'ai trouvé au dos de cette photo la dédicace de Georges Pompidou, que je vous lis, qui est absolument remarquable. À Valéry Giscard d'Estaing, en souvenir d'un dîner dont la cordialité n'a pu surprendre que, entre guillemets, les autres, bien amicalement, Georges Pompidou. Voilà, ça c'est quelque chose de très significatif de la relation très privilégiée qu'ils ont su développer et cultiver, qui a été évidemment ensuite illustrée par le fait qu'à partir de l'élection de Georges Pompidou, mon père ne se présente pas au premier tour et lui apporte son soutien, et il devient dès lors son ministre de l'économie et des finances sans aucun changement jusqu'en février 1974. C'est le dernier remaniement de Georges Pompidou, c'est le gouvernement Mesmer III, et il y a deux changements. Il y a la promotion du ministre de l'économie et des finances, qui devient numéro 2 du gouvernement, ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, et il y a l'interversion des portefeuilles entre le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, qui était un ministre d'ailleurs républicain indépendant, et Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture. Il y a l'inversion de ces deux portefeuilles, et c'est la démonstration que Georges Pompidou, dans les derniers moments de sa vie, aura envoyé très clairement un double signal qui sera celui qui finalement résultera quelques semaines plus tard par l'élection du nouveau président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, et la nomination de Jacques Chirac comme son Premier ministre. Et je crois que c'est très important de rappeler tout cela, parce que ça concourt à la notion que Nicolas Bavrez évoquait tout à l'heure, de la stabilité dans cette période. Pour qu'il y ait une politique industrielle, pour qu'il y ait une politique d'investissement, de gestion publique, il fallait de la stabilité. Et le fait que mon père reste pendant 5 années le seul ministre des Finances de Georges Pompidou est un témoignage de cette stabilité et en même temps de cette confiance politique dans un partenariat, et qui était effectivement un sens aussi aigu du pragmatisme de Georges Pompidou, parce qu'aux élections législatives de 1973, le parti gaulliste perd la majorité, n'a plus de majorité seul. Et il faut effectivement le groupe des Républicains indépendants pour poursuivre avec une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Et tout à l'heure, on entendait ce que disait Georges Pompidou, qui était effectivement la perception de l'idée qu'il pouvait y avoir le débat sur ce qui a ensuite été développé sous la forme de la théorie de la cohabitation, mais qu'il pouvait y avoir une situation politique entre une majorité parlementaire différente de celle du président de la République. Et donc finalement, de 1973 à 1974, Georges Pompidou, évidemment s'appuyant fortement sur les Républicains indépendants, je citais Raymond Marcellin, Michel Poniatowski rentre au gouvernement, devient ministre de la Santé, et son ministre des Finances reste en place et est promu ministre d'État. Donc il y a cette notion très forte chez Georges Pompidou de confiance et de stabilité dans ses relations avec son ministre de l'économie et des finances. Merci. Éric Roussel et Pascal Perrineau également, puisque vous l'avez évoqué, Valéry Giscard d'Estaing apporte son soutien à Georges Pompidou lors des élections de 1969. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les conditions de cette élection ? Alors, d'abord, Georges Pompidou avait conscience de la difficulté. Dans le nœud gordien, il s'interroge beaucoup
il revient sur cette période et il dit la Ve République après De Gaulle, c'était ça tout de même l'enjeu de 69. Est-ce que c'est possible ou est-ce que ça ne va pas déboucher sur une crise de régime? Je le cite, « Qu'appelle-t-on l'après-gaullisme, sinon la conviction si répandue que ce qui tient par De Gaulle ne tiendra plus sans lui et qu'une fois encore, nous sommes voués à la crise de régime ». Donc c'est tout de même, voilà, il a conscience de l'ampleur de la tâche et de la difficulté de la période. Cependant, de manière explicite, en dépit, en effet, des événements douloureux qui secoueront les relations entre le général de Gaulle et Georges Pompidou, en juillet 68, de manière claire, le général de Gaulle a dit à son Premier ministre de se tenir prêt pour lui succéder. Et fort de cela, après l'échec du référendum de 1969, Pompidou se lance. Et c'est vraiment l'héritier du général en termes institutionnels. Il reprend, et même peut-être durcit-il, la monarchie républicaine avec un président de la République qui est moins en surplomb que le général de Gaulle par rapport à son Premier ministre et qui est peut-être plus interventionniste. Mais pas interventionniste parce qu'il a envie d'être interventionniste, parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas, comme il le dit, la légitimité historique du général de Gaulle et que la légitimité politique, ça se construit tous les jours dans l'action. C'était Léo Hamon, que j'aimais beaucoup, qui était cet observateur extrêmement fin de la Ve République. Il dit, au fond, c'est le gaullisme politique pragmatique qui succède au gaullisme mystique. Il utilise l'expression. Et je crois que l'analyse est assez exacte. Et il aura d'autant plus de facilité à se couler dans l'héritage qu'il a face à lui Alain Poher. Alain Poher, qui, quelque part d'ailleurs, ne fait pas campagne. C'est très étonnant quand on revient sur cette élection présidentielle de 1969. Il sort à peine de l'Élysée, qu'il occupe de manière temporaire et intérimaire. Et il n'y a aucun programme de la part d'Alain Poher. C'est-à-dire, on revient théoriquement et pragmatiquement, véritablement à la 4e République, à la conception d'un chef d'État, d'un président de la République dans une République parlementaire extrêmement classique. Et face à cela, bien sûr, Pompidou porte avec conviction une autre conception, qui est la conception de la Ve République et d'un monarque républicain. Et il présente à l'époque, je crois pas que le mot est de lui, il dit qu'est-ce que c'est Alain Poher et qu'est-ce qu'il vous propose? C'est un intérim de 7 ans. C'est un intérim de 7 ans. Et de manière claire, les Français choisissent. Au premier tour, Pompidou fait 2 fois plus qu'Alain Poher. Il fait un score qui est le score du général de Gaulle, de 65 au premier tour. Certes, il y a le problème de l'abstention au second tour dû à l'attitude du Parti communiste. Et au second tour, c'est plus de 58% des suffrages exprimés. Donc là, quelque part, et c'est rassurant dans la chaîne, et je termine par là, dans la chaîne des élections présidentielles, ça n'est que la 2e élection présidentielle de la Ve République, on se dit, ça y est, il n'y aura pas de retour en arrière, et 74 sera une évolution, encore un autre pas, puisque ça sera au fond la petite alternance avant la grande alternance de 81. Merci. Éric Roussel, je vous laisse enchaîner. Oui, ce qu'on oublie, vous avez tout à fait raison de souligner qu'Alain Poher a très peu fait campagne, mais il ne faut pas oublier qu'au départ, les sondages le donnaient élu. Et ça paraît aujourd'hui totalement surréaliste de dire ça, mais il était le favori des sondages, donc il s'est endormi. Enfin bon, mais il y avait autour de lui, il n'y avait pas simplement son inaction, il y avait quand même derrière lui des forces, notamment par exemple le secrétaire général de la SFIO, bien oublié Guy Mollet, il y avait un certain nombre de gens, de droite et de gauche d'ailleurs, qui étaient là et qui voulaient réellement, à travers lui, revenir, malgré les institutions, à un régime parlementaire. Enfin, il voulait le pouvoir serait repassé de l'autre côté de la Seine. Et donc, Georges Pompidou a vraiment joué là un rôle historique. Alors, en ce qui concerne
l'exercice de sa fonction présidentielle, il y a une chose qu'il faut quand même souligner, c'est que il le dit dans le Nord-Gordien, je l'ai souligné, qu'il sera amené, enfin que les présidents à l'avenir seront sans doute amenés à intervenir de façon presque quotidienne, enfin dans la marge des affaires, pour compenser le manque de l'autorité naturelle, enfin le charisme qu'avait le général. Le général était un homme d'intervention, disons, rare, mais éclatante. Les présidents qui ont suivi étaient obligés, par la force des choses, d'intervenir plus. Et ça, Pompidou l'a théorisé. Mais il y a une chose qu'on oublie, qui a joué fortement, c'est qu'il avait été Premier ministre pendant 6 ans, et que donc il avait eu, par rapport à son Premier ministre, le premier qui était Jacques Chaban-Delmas, qui avait été président de l'Assemblée nationale pendant 10 ans, donc au-dessus de la mêlée, et qui n'avait qu'une connaissance un peu plus limitée de la marche des affaires. Pompidou, lui, avait été au cœur du pouvoir, enfin, de façon, alors là, oui, quotidienne, notamment en ce qui concerne l'économie, le social, etc., pendant 6 ans. Donc il avait une connaissance des dossiers très, très grande, une connaissance des dossiers et une connaissance des hommes aussi. Parce qu'il avait... Il ne faut pas oublier que ça, je crois que ça a été aussi... ça explique beaucoup le personnage. C'est qu'en raison de sa carrière, il avait, si vous voulez, sur la société française, un regard qui était tout de même assez personnel et assez complet. Il avait, il ne faut pas oublier, il avait été enseignant, il avait été le collaborateur du général de Gaulle, il avait été conseiller d'État, il avait été banquier, ensuite pas ministre, puisqu'il avait passé, il est devenu directement Premier ministre. Mais tout ça lui avait donné une large expérience, à la fois humaine et politique. De sorte que quand il arrive à la présidence de la République, il a non seulement ses idées sur la marche des institutions, mais disons qu'il a, en raison de cette expérience, il a des réflexes, et des réflexes interventionnistes. Et ça va expliquer toute la difficulté de ses relations avec Jacques Chaban-Delmas, qui ont été aggravées. On vient d'apprendre la mort de Madame Marie-France Garot au début de l'après-midi, alors c'est évident, qui était donc la conseillère du président Pompidou, avec Pierre Juillet. C'est évident qu'ils ont joué un rôle qui a souvent, disons, contribué à radicaliser les positions, pour employer un euphémisme. Mais il n'y a aucun doute que Georges Pompidou de lui-même, si vous voulez, avait tendance à s'impatienter de ce qu'il considérait de la part du Premier ministre qu'il avait choisi comme une sorte de, pas d'inertie, mais enfin en tout cas d'une connaissance moindre des dossiers que celle qu'il avait. Et puis, il y a aussi une chose qu'on oublie, c'est que quand Jacques Chaban-Delmas est arrivé, et ça, Manon le sait, moi j'ai le souvenir de conversations avec l'un de ses principaux conseillers, Simon Nora. Simon Nora, qui venait, l'entourage de Jacques Chaban-Delmas venait pour l'essentiel de l'entourage de Pierre Mendès-France. Il y avait Jacques Delors et il y avait Simon Nora était un très très proche ami de Pierre Mendès-France. Et Simon Nora disait assez ouvertement que quand il était arrivé, ce que Alain Poher n'a pas réussi à faire par l'élection, l'équipe qui était autour de Chaban-Delmas, enfin une partie de cette équipe, voulait le faire par une sorte de détournement de la pratique, quoi. Et quand ils ont vu que ça ne marchait pas, d'ailleurs Simon Nora est parti vers le privé, et ça, Pompidou était bien conscient de ça, et ça explique les réflexes quelquefois, enfin assez durs qu'il a eus. Et on sait que cette affaire cette collaboration entre Jacques Chaban-Delmas et Georges Pompidou, c'était pas bien terminé en 1972. Parce que ce qui paraissait au départ, c'est un couple qui paraissait harmonieux, et il s'est révélé franchement assez mauvais. Voilà. Même si beaucoup de choses ont pu être faites, mais enfin, au niveau des relations humaines, ça n'a pas été une grande réussite. Voilà. Alors, vous voulez peut-être intervenir ? Juste pour rappeler aussi que le président Pompidou fait appel à des personnalités. Donc il a le soutien des Républicains indépendants, de son chef de file, Valéry Giscard d'Estaing, et de ceux qui l'entourent, mais il fait aussi appel à des personnalités du centre. Il fait appel à Joseph Fontanet et à Jacques Duhamel pour élargir aussi sa majorité et la compléter en direction du centre. Oui. Je voulais revenir à notre thématique, l'homme et sa fonction, bien sûr, présidentielle notamment, pour évoquer un autre aspect du personnage, c'est son origine.
auvergnate, cantalienne, qui bien sûr dénote sur son approche, hein, ce personnage, parce que Pompidou, c'était un homme discret, on est loin quand même du caractère plus éclatant peut-être du général de Gaulle, un homme plutôt taiseux, humble, et notre auditoire du Cantal s'y reconnaîtra certainement, hein, c'est cette pudeur auvergnate. Alors, dans quelle mesure sa personnalité va quand même façonner sa présidence, hein, je le disais, c'est dur de succéder à un homme comme le général de Gaulle. Alors, quelle patte, quelle griffe il met à la fonction? Je rappelle quand même ces phrases célèbres, hein, de Pompidou. Le général de Gaulle est mort, la France est veuve. Très clairement, il voit de Gaulle comme le père de la nation, mais son père également aussi, ne l'oublions pas. Et d'ailleurs, il ne va vraiment pas chercher à le remplacer, Pascal Perrineau. En effet, bon, ce n'est pas le seul président qui avait des liens avec l'Auvergne. Bon, donc ça, ce n'est pas exceptionnel. En revanche, ce n'est pas tout à fait, quand on prend la litanie des présidents, ce n'est pas un président tout à fait comme les autres. D'abord, on l'a dit légèrement ce matin, c'est un vrai produit de la méritocratie républicaine. Et on ne l'a pas souligné suffisamment peut-être lors de cette discussion, mais cette mobilité sociale à laquelle je faisais allusion, c'est très très important. Tout à fait. C'est un vrai produit, alors que les autres, bien sûr, ils ont mérité. Mais ce n'est pas des produits, ce ne sont pas des archétypes de la méritocratie républicaine. Lui, c'est vraiment le cas. Hein. Deuxièmement, quand on regarde là aussi nombre de présidents de la Ve République, il y avait, comment dire, le poids des grandes écoles. Il a fait normal, mais ce n'est pas une école du pouvoir normale, comme d'autres grandes écoles. Il n'a pas fait l'ENA. Il a eu cette velléité d'inspection des finances, mais quelque part, ça, il ressent confusément que ce n'est pas un monde fait pour lui. Hein, et quand on connaît bien l'inspection des finances, on comprend son type de réaction. Et ce n'est pas un héritier, Pompidou. Il y a beaucoup de présidents qui sont à des degrés divers, des héritiers. C'est très bien d'être héritier, hein, l'héritage, quelque chose de très important. Ce n'est pas, comme le dit le sociologue Pierre Bourdieu, il ne fait pas partie du tout de la noblesse d'État. Vous voyez, pas du tout. Hein. Et en cela, comment dire, ça explique aussi ce président qui ressemble assez intimement à la France qu'il prétend diriger ou qu'il veut diriger. Hein. Pour lui, la proximité, à mon avis, était moins un obstacle que pour d'autres. Hein. Du fait de cette méritocratie républicaine, du fait que quand on n'est pas un héritier, c'est plus facile d'être proche des autres. Hein. Il a une conception de la fonction présidentielle qui est cette conception très, très active, parce qu'il sait très bien que c'est dans l'action qu'il trouvera sa légitimité, alors que d'autres peuvent la trouver dans l'histoire, le général de Gaulle, ou dans leur expertise issue des grandes écoles, des grands corps de l'État auxquels ils appartiennent. Hein. Lui, ça n'est pas le cas. Et en cela, il est très différent des autres. Alors, il y a ce dernier point, moi, qui m'intéresse, c'est ce qu'il a tenté de faire à la fin de son mandat avec le quinquennat. En effet, le quinquennat, le premier qui a l'idée du quinquennat, c'est Georges Pompidou. C'est Georges Pompidou. Alors pourquoi ? Je ne sais pas si... Voilà. Mais tu auras certainement plus de lumière que moi. Certains disent, bon, la maladie a contribué à accélérer l'idée de ce quinquennat. D'autres, ce qui était l'argument dominant quand le quinquennat sera vraiment adopté, le quinquennat serait davantage moderne. Et d'autre part, Pompidou se disait, quand on n'a pas une légitimité historique de longue durée, il faut des légitimités plus courtes, que l'on ressource sans cesse dans le peuple. Et un quinquennat, quelque part, voilà, tous les 5 ans, vous êtes obligé de vous y remettre, quoi. Hein, quand on vous autorise à vous y remettre, là maintenant, c'est seulement une fois. Hein, enfin, une fois consécutive. Hein. On peut redonner après, mais après s'être interrompu. Hein. Pascal Perrineau, je vous coupe. Il nous reste quelques minutes seulement, hélas, parce que cette discussion pourrait bien sûr durer des heures. Mais je crois que vous vouliez également
évoquer cette affaire, l'affaire Gabriel Russier, qui est un grand moment révélateur du style et de la hauteur du président. Et d'ailleurs, on a une vidéo à ce sujet que j'aimerais quand même visionner avant de conclure cette discussion, si vous le voulez bien. D'accord. À Marseille, une femme, un professeur, 32 ans, est condamnée pour détournement de mineurs. Elle se suicide. Vous-même, qu'avez-vous pensé de ce fait divers qui pose, je crois, des problèmes de fond? Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé d'ailleurs sur cette affaire, ni même ce que j'ai fait. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh bien, comprenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'Éluard. Merci, mesdames et messieurs. Ces vers de Paul Éluard, adaptés d'ailleurs, c'est pas la version originale. Je vous laisse poursuivre. Non, c'est un grand moment remarquable. À Sciences Po, depuis plus de 20 ans, je dis à mes étudiants, c'est presque une obligation, de regarder sur le site de l'INA ce moment, cette conférence de presse, qui est une des premières conférences de presse de Georges Pompidou, qui reprend la tradition gaullienne, et de regarder sur une affaire dramatique, très difficile, de regarder ce que c'est que de prendre de la hauteur, oui, de ne pas être dans les éléments de langage, d'être à la hauteur du drame que l'on a face à soi. Et là, vous avez un président de la République qui est véritablement plus que la hauteur du drame. Sa culture littéraire l'aide énormément, parce qu'en effet, dans ce silence, il se remémore ce poème splendide d'Éluard, qui avait été fait et publié dans les Lettres françaises en 1944, et qui est en fait un poème sur les tondus de la Libération et sur le drame de ces femmes tondues. Et ce qui est extraordinaire, quand on regarde le poème, j'y suis retourné, c'est que, comme ça, il coupe le poème et il enlève tous les vers qui sont trop liés justement à ces femmes tondues. Et il retient uniquement « comprenne qui voudra, moi mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus, celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés ». Alors qu'il y a d'autres vers qui renvoient directement à la condition de ces femmes jetées sur le pavé de la rue de Grenelle à Paris, qui était un spectacle qu'avait vécu Éluard en 1944. Bon, si vous voulez, aujourd'hui, dans le personnel politique, c'est quelque chose de quasi inimaginable. Ce type de prise de hauteur, ça interpelle. On doit se poser des questions. Pourquoi cela n'est-il plus possible? Pourquoi c'était possible avec Georges Pompidou? Et peut-être que là, le côté pas comme les autres sur lequel j'intervenais, de Georges Pompidou explique qu'il peut tenir ce type de propos et se porter plus aisément que d'autres à la hauteur de la situation. Pour moi, c'est un très grand moment. Et d'autre part, je termine par là, souvenons-nous, Gabrielle Russier, une prof de 32 ans, qui tombe amoureuse de son élève de 17 ans. Le scandale de l'époque. Regardons aujourd'hui un jeune... N'en disons pas plus. Voilà, un jeune lycéen tombant amoureux de sa prof. Oui, ça ne fait pas tout à fait le même scandale. Tout à fait. Une affaire très délicate, on en conviendra. Il est temps de conclure et j'ai presque envie de vous donner le choix de votre conclusion par rapport à la richesse de vos propos. Vous pouvez peut-être, en un mot, une phrase, qualifier l'exercice du pouvoir présidentiel par Pompidou. Vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi ce désamour des Français pour eux-mêmes, Pascal Perrineau. Et brièvement, comment on peut s'inspirer de Pompidou, ce personnage consensuel, pour y répondre. Vous pouvez encore
Nous expliquer peut-être, Louis Giscard d'Estaing, ces relations, peut-être cette fonction, en fait, cette incarnation de la présidence par Pompidou et la différence en fait avec Valéry Giscard d'Estaing aussi peut-être, dans cette fonction et ce rapport à l'institution. Voilà, je vous donne le choix. Une conclusion brève. Allez-y, Louis. Moi, je dirais que, en fait, Georges Pompidou et mon père partageaient finalement, avec des profils différents, mais cette même culture de la France, dans sa diversité, dans ses territoires. Ils étaient tous les deux issus de cette terre d'Auvergne et très attachés à la culture française. Et je crois que c'est finalement cette double dimension de l'enracinement et de la culture et d'une vision pour notre pays qui caractérisait Georges Pompidou et son successeur. Merci. Oui, moi je reprendrai les mots des économistes de ce matin, enfin du débat économique sur l'équilibre. L'équilibre entre quoi et quoi? C'est l'équilibre entre la tradition et la modernité. La modernité pour elle-même, ça n'a aucun intérêt. La tradition pour elle-même, ça n'a aucun intérêt. L'alliage de la tradition et de la modernité, ça a un grand intérêt. Merci. Oui, il me semble que le secret, en quelque sorte, de Georges Pompidou, c'est qu'il a incarné la continuité du gaullisme, quelque chose auquel les Français finalement tenaient, indépendamment de la lassitude qu'il a pu y avoir en raison de l'exercice prolongé par le général de Gaulle. Mais l'essentiel de ce qu'avait fait de Gaulle, en fait, les Français y étaient attachés. Et ça, Pompidou l'a bien compris. Il s'était vertué à le maintenir, malgré tout ce qui avait pu le séparer du général. Mais il lui a donné une dimension plus humaine. Et je crois que c'est ça, au fond, qui explique, c'est à la fois cette fermeté sur l'essentiel, notamment en matière institutionnelle, en matière de politique étrangère aussi, mais cet aspect plus humain qui se traduit notamment à travers ce que l'on vient de voir. Et je crois que c'est ça qui a marqué durablement les Français et qui explique le maintien de son image aujourd'hui. Un grand merci à vous pour cette fascinante discussion qu'on aurait aimé poursuivre des heures durant. Merci beaucoup.